Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat, auteur et ancien conseiller du secrétaire à la Défense des États-Unis. Merci encore d'être revenu parmi nous. Bien sûr. Ravi d'être ici. Nous voyons donc que les relations transatlantiques se fragmentent. Et cela, je suppose, découle du différend à propos du Groenland, mais aussi de la défaite imminente de l'Ukraine, ou de la défaite de l'OTAN en Ukraine. Pourtant, il y a 4 ans, lorsque les Russes sont entrés en Ukraine, il semblait y avoir un consensus dans les médias et parmi les responsables politiques selon lequel l'OTAN serait désormais plus forte que jamais, compte tenu de la menace russe. À l'exception de vous, cependant, dès les premières semaines, je crois que vous aviez dit quelque chose comme quoi tout cela pourrait se terminer par un possible effondrement de l'OTAN. Je me demandais, comment aviez-vous vu cela venir? Car plus personne ne nie aujourd'hui cette fragmentation. En réalité, j'ai dit, je crois que c'était à Dimitri Sims ou à George Beebe, je ne me souviens plus lequel, lors d'un entretien avec The National Interest en janvier 2022, avant que les Russes n'interviennent, 2 choses. D'abord, que les Russes interviendraient très certainement militairement. Beaucoup de gens à Washington et en Europe disaient « Oh non, les Russes ne feront jamais ça. Cela détruirait leur économie et le régime ne pourrait pas le supporter. Non, les Russes n'iront jamais en Ukraine. Ils ne feront pas ça. » Alors j'ai dit « Si, ils le feront. » Et j'ai ajouté que s'ils le faisaient, l'OTAN ne survivrait pas à la crise. Pourquoi ai-je dit cela? Je pense que c'est parce qu'une grande partie de ma carrière s'est déroulée au sein de l'armée américaine, à l'intérieur de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et je pense qu'il est important de le comprendre. J'y étais pour la première fois. Je suis arrivé en mars 1967 et ma mission, pendant la majeure partie de mon séjour, de 1967 à 1981, consistait à servir à la frontière avec la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est. J'ai donc eu beaucoup d'interactions avec de nombreuses personnes et j'ai eu l'occasion d'observer les forces du pacte de Varsovie. J'en ai tiré 3 conclusions. Premièrement, que le pacte de Varsovie n'allait pas attaquer, que les Soviétiques n'allaient pas risquer une guerre et qu'ils défendaient effectivement ce qu'ils avaient acquis à la suite de l'effondrement de la puissance militaire allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, l'alliance de l'OTAN était un conglomérat de différents établissements militaires nationaux et cela ne favorise pas le succès sur le champ de bataille. Dans la plupart des cas, les petites nations, les Néerlandais, les Belges que j'ai vus tous deux sur le terrain, ainsi que les Canadiens, les Britanniques, et finalement les Français, étaient en quelque sorte des partenaires à responsabilité limitée, comme on dit. Ils étaient là parce qu'ils considéraient qu'il était dans leur intérêt d'y être, mais ils n'étaient pas vraiment prêts à combattre qui que ce soit, et leur attention était tournée vers l'extérieur. C'était particulièrement vrai pour les Français et les Britanniques, les Belges et les Néerlandais, car ils étaient d'anciennes puissances coloniales, et avaient tous des intérêts outre-mer. C'était ma première mission, et j'ai travaillé en étroite collaboration avec des unités militaires allemandes. J'en ai conclu que les Allemands étaient les seuls à être suffisamment équipés et formés pour combattre efficacement les Soviétiques en cas de conflit. Par la suite, j'ai passé du temps à l'université à Munich et à Vienne en 1983 et 1984. C'est à ce moment-là que je rédigeais mon mémoire de master et je me suis rendu dans ces lieux pour rencontrer des membres des négociations sur la réduction mutuelle et équilibrée des forces, aussi bien soviétiques que non soviétiques, ainsi que du côté américain. Là encore, je suis parvenu à des conclusions très similaires quant à ce que je jugeais réaliste. Puis en 1986,
j'ai été affecté brièvement pendant environ 6 semaines à un bureau du Pentagone qui s'appelait autrefois l'évaluation globale. C'était une mission très utile, car j'ai pu lire des travaux traduits du journal de l'état-major général soviétique qui était extrêmement classifié à l'époque. Ces documents étaient très instructifs quant à la compréhension que les Soviétiques avaient de nous et celle que nous avions d'eux. Ils soulignaient que nous avions très mal agi pendant la Seconde Guerre mondiale, l'alliance anglo-américaine, parce que nous avions géré les forces comme s'il s'agissait de pays distincts. Les pouvoirs exercés par Eisenhower et d'autres étaient limités lorsqu'ils commandaient des forces canadiennes, françaises ou autres non américaines. En somme, cela disait essentiellement qu'on ne peut pas mener une guerre de cette manière. Et si vous affrontez quelqu'un d'aussi compétent que les Allemands, vous n'avez absolument aucune chance de réussir. En résumé, je suis donc retourné à cette époque en tant que major. J'ai de nouveau servi à la frontière pendant un court moment, puis je suis allé au grand quartier général des puissances alliées en Europe. J'y suis resté de novembre 1997 à janvier 2000. Ce que j'ai constaté, c'était la preuve du même problème. Chacun avait son propre agenda. Ils ne coopéraient que temporairement ou brièvement, et il fallait une incitation pour qu'ils coopèrent. Une sorte de récompense pour amener les gens à s'unir afin d'accomplir quoi que ce soit. Les exercices que nous menions n'étaient pas très réalistes. Donc le fait est que, lorsque cela s'est produit, plusieurs choses m'ont paru très évidentes. La Russie était désormais un État russe, ce qui signifiait qu'elle bénéficiait d'une unité de commandement et d'une unité d'action. Tout le monde parlait la même langue. Il n'y avait pas de querelle sur la répartition des commandements. L'OTAN, quant à elle, restait exactement ce qu'elle avait toujours été. Un chœur de voix concurrentes, incapable de se mettre d'accord sur grand-chose. Je ne voyais guère de signes indiquant que, quoi que fasse l'Ukraine, elle pourrait tenir plus longtemps que les Russes. L'Ukraine n'était pas assez grande, ne disposait pas de la base scientifique ou industrielle nécessaire et manquait de main-d'œuvre. Nous savions presque dès le départ que la population ukrainienne diminuait, non seulement à cause du faible taux de natalité, mais aussi parce que de nombreux Ukrainiens ne voulaient pas combattre dans la guerre. Donc, un grand nombre de personnes sont parties. Et puis bien sûr, il y a la question de la corruption. Je ne pense pas que c'était... Enfin, je sais que beaucoup de gens disent « Oh, comment as-tu pu comprendre cela ?» Mais si quelqu'un avait examiné objectivement les éléments que j'ai décrits, il était difficile de ne pas arriver à cette conclusion. La seule chose que je n'avais pas anticipée, c'est que les Russes avanceraient aussi prudemment et lentement au début. Et je ne comprenais pas la véritable situation de l'armée russe. L'armée russe a été conçue pour la défense territoriale, rien d'autre. C'est pourquoi toutes ces affirmations sur la détermination de Poutine à reconstruire l'Empire soviétique sont absurdes. Elles l'ont toujours été. Aujourd'hui, ils disposent d'une armée qui, à mon avis, n'a rien à envier à aucune autre à bien des égards. Mais à l'époque, elle n'était pas à la hauteur de la mission qui lui avait été confiée. Il a fallu 1 an, peut-être 1 an et demi, pour vraiment renforcer cette force jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, je suppose que c'est l'explication la plus simple. Et tout le monde, et c'est vrai à Washington comme dans les capitales européennes, Glenn, tout le monde souffre d'un cas désespéré d'optimisme naïf. Tu le sais. Je veux dire, ils croient pleinement à toutes les absurdités qui s'effondrent aujourd'hui de façon spectaculaire à Davos et dans les capitales européennes à propos de ce que nous appelons l'OTAN et l'Union européenne. Vous savez, c'est vraiment les illusions qui sont en train de faire chuter l'Europe.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les années 1990, beaucoup de gens savaient que l'élargissement de l'OTAN allait créer ces problèmes. Il y avait des personnes qui s'y opposaient. George Kennan, par exemple, ou le secrétaire à la Défense des États-Unis, William Perry. Mais il y avait aussi des gens comme Madeleine Albright qui comprenaient que la Russie se sentirait encerclée et que cela pourrait aliéner les Russes. Mais elle l'a tout de même soutenu en se disant que, eh bien, si nous finissons par entrer en conflit avec la Russie, au moins l'OTAN sera là, une OTAN immense, bien plus vaste et plus puissante. Alors maintenant que nous nous retrouvons dans cette guerre par procuration, guerre directe, peu importe comment on veut la définir, avec la Russie, les Européens semblent penser qu'ils peuvent simplement se replier dans une nouvelle guerre froide. Autrement dit, les Européens et les Américains reviendraient essentiellement au passé pour refaire la même chose. Et les dirigeants politiques, tout comme les commentateurs, semblent incapables de comprendre pourquoi l'Amérique ne se joint pas à cela. Pourquoi ne nous rejoignez-vous pas pour une autre guerre froide? Why aren't you joining us for another Cold War? Well, a couple of things we need to admit up front. Eh bien, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut admettre d'emblée. Si l'on regarde Stoltenberg ou son successeur Rutte, il n'y a actuellement en Europe aucune récompense pour, disons, les hommes et les femmes de caractère et d'intelligence. On est récompensé pour répéter sans cesse les mêmes stupidités, pour ressasser des aphorismes dénués de sens, entretenir la fiction que les choses vont mieux qu'elles ne vont, ou qu'il existe des capacités qui en réalité n'existent pas. On ne sera pas récompensé pour se lever et dire « Eh bien, c'est un non-sens ridicule ». Vous savez, l'argument que j'ai avancé dès le début, et quelques autres l'ont également formulé, c'est que nous avons tout intérêt à mettre fin à cette guerre en Ukraine le plus rapidement possible. Cela va être une terrible tragédie pour l'Europe de l'Est et finalement pour l'Europe en général si nous ne faisons pas attention. Plus ça dure, plus la probabilité qu'il se produise quelque chose de vraiment grave augmente. Bien sûr, à ce moment-là, je ne mesurais pas à quel point Poutine ferait preuve de retenue. Ce qu'il a fait, de manière remarquable, et ce n'est pas quelque chose qui l'a rendu populaire auprès de certaines personnes en Russie. Il y a beaucoup de Russes, et je suis sûr que vous en êtes conscients, qui aimeraient voir l'OTAN recevoir une leçon très précieuse de manière permanente. Alors vous demandez maintenant, eh bien, qu'est-il arrivé avec les États-Unis? Eh bien, le président Trump n'est pas quelqu'un qui soit versé dans la recherche ou la compréhension approfondie de quoi que ce soit. Mais le président Trump, s'il suit ses instincts, en a d'assez bons. Et ses instincts lui ont dit, c'était pendant son premier mandat, que faisons-nous en Europe? Cela fait 70, 75 ans. Que faisons-nous là-bas? Et il a raison. Que faisons-nous encore en Corée, 70 ans plus tard? C'est insensé. Cela devrait cesser. En ce sens, il partageait le point de vue du président Eisenhower, selon lequel ce que nous devrions vouloir, c'est une Europe sans nous. Souvenez-vous, Eisenhower a dit que si nous étions encore en Europe à cause de cette alliance de l'OTAN dans 10 ans, alors nous aurions échoué. Parce que l'objectif devait être de sortir. Et c'était une vision américaine traditionnelle, et très saine, j'ajouterais. Mais c'était aussi l'idée que l'hostilité permanente avec l'Union soviétique à cette époque n'était pas une solution au problème. Il fallait trouver une manière d'interagir avec les soviétiques, que nous apprécions ou non leur façon de gouverner. Et il partageait ce point de vue. Je pense que très tôt, le président Trump s'est demandé « Pourquoi sommes-nous dans cette position d'hostilité permanente envers la Russie ?» Cette idée a toujours été présente. Malheureusement, une fois arrivé au pouvoir, il s'est retrouvé entouré des habituels résidents permanents de l'anneau autour de Washington, que nous appelons le Beltway.
Et il y avait « Oh, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement partir. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas échanger ceci. » Très vite, si tu écoutes tout le monde à Washington, le message qui revient sans cesse est « Tu ne peux rien changer. Parce que si tu changes quelque chose, tu perturbes le flux d'argent. » Tous les think tanks à l'intérieur du Beltway reposent essentiellement sur une base d'hostilité permanente envers la Russie, d'hostilité permanente envers la Chine, d'hostilité permanente envers l'Iran et d'un soutien absolu et inconditionnel à tout ce que veut Israël. C'est la norme. Il faut regarder qui sont leurs donateurs, qui leur fournit l'argent. Et soudain, il devient assez évident que les personnes qui investissent des centaines de millions de dollars dans ces endroits sont absolument et catégoriquement opposées à tout changement qui mettrait fin à notre position dans toutes ces régions, qui modifierait notre position à l'échelle mondiale. Mais le président Trump n'y a jamais complètement renoncé. Il ne sait simplement pas comment s'y prendre. Et il s'est entouré de gens qui, franchement, n'en savent pas beaucoup plus que lui sur le monde. Mais ils savent tous qu'ils ont eux aussi intérêt à ce que le flux d'argent ne s'arrête pas, un flux dont ils profitent également. C'est le problème quand on s'entoure de milliardaires. Eh bien, je pense qu'en Europe, ils adhèrent encore à l'idée des années 1990 de la paix hégémonique, qui serait assurée principalement par l'alliance de l'OTAN. Et encore une fois, cela fait partie intégrante de leur stratégie de sécurité. Mais je ne crois pas qu'ils se rendent compte qu'une nouvelle force politique est en train d'émerger en Amérique, en réaction au fait que cette position a épuisé les États-Unis dans une large mesure. Elle a introduit beaucoup d'idées mondialistes ou cosmopolites peu utiles, et elle aliène d'autres grandes puissances. Je continue de penser que la seule raison pour laquelle les États-Unis ne veulent plus poursuivre ce que nous avons fait au cours des 30 ou 40 dernières années, c'est que Trump ne saisit pas vraiment le contexte démocratique plus large. Je crois simplement que l'évolution plus vaste, le changement dans la répartition du pouvoir, ne semble pas être prise en compte pourtant. Eh bien, gardez à l'esprit que si vous êtes le président Trump, vous vous voyez comme l'équivalent contemporain d'un empereur romain, disons, vers l'an 2000. Et vous parlez d'un groupe d'États en Europe qui sont analogues aux cités-États grecques. Maintenant, que représentaient les cités-États grecques dans le cadre plus large de l'Empire romain? Eh bien, elles étaient une source d'admiration. Les Romains admiraient et respectaient la culture hellénique. Ils pensaient que les Grecs avaient, en quelque sorte, créé les fondations de leur civilisation. Tout l'Empire romain d'Orient parlait grec, et toute personne qui s'asseyait pour écrire quoi que ce soit, jusqu'à, et y compris Marc Aurèle au IIe siècle, écrivait en grec et non en latin. En fait, César a été critiqué pour avoir écrit son traité sur la Gaule en latin, parce qu'on disait que si l'on était un homme instruit, on l'aurait écrit en grec. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Je pense que c'est ainsi que nous voyons l'Europe, ou du moins, c'est ainsi qu'on m'a appris à la voir. Je considérais l'Europe comme la source de notre civilisation. Vous savez, si l'eau est la plus pure à sa source, alors l'Europe est la source même de notre civilisation. Mais en même temps, nous sommes des Romains. Nous sommes des multitudes, en quantité, vous savez quel est le bon mot, d'une ampleur bien plus grande et plus puissante que les États européens. Et donc, il y a eu une tendance à les considérer comme un groupe qu'il faut entraîner dans la direction que nous voulons prendre. C'est cela qui a vraiment nui à l'OTAN. Nous l'avons militarisé, nous avons utilisé les Européens, nous les avons instrumentalisés, afin de pouvoir les entraîner dans des endroits comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et la Libye. En d'autres termes, tout tourne autour de ce qu'ils vont faire pour nous.
et les États européens, qui ont garanti qu'ils deviendraient de plus en plus faibles au fil du temps, en démantelant leur puissance militaire, eh bien, il est dans notre intérêt de rendre les Américains heureux et d'être leurs amis et leur soutien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont oublié qu'entre-temps, les États-Unis devenaient de plus en plus puissants, avec des intérêts plus vastes, des intérêts qui s'étendent bien au-delà de l'Europe. Tout cela aboutit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le président Trump se rend là-bas et dit « Voilà ce que je veux. Eh bien, si vous ne voulez pas, franchement, je n'ai pas besoin de vous. Je ferai ce que je veux de toute façon. » Mais l'OTAN fait aussi partie des éléments de cette structure stratégique dont j'ai parlé plus tôt à Washington. Il y a le Conseil de l'Atlantique. Tout le monde vénère l'OTAN au Conseil de l'Atlantique. Oh, c'est le totem. C'est, vous savez, nous lui faisons des offrandes. Nous l'adorons. Nous y prions, c'est à nous, et cela nous rapporte beaucoup d'argent. Ils sont partout à Washington, D.C. Et vous savez, le changement effraie énormément ces gens-là. Si nous n'avons pas l'OTAN, si nous ne faisons pas ce que nous avons toujours fait, alors que nous reste-t-il? Le problème avec Donald Trump, cependant, c'est qu'il n'a aucune stratégie. Il n'existe aucune stratégie nationale, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de stratégie militaire nationale. Ils appellent cela une stratégie de sécurité nationale. Mais quand on la lit, ce n'est qu'une suite d'espoirs et de vœux. Eh bien, vous savez, nous aimerions vraiment bien nous entendre avec la Chine. Nous ne voulons pas vraiment nous battre contre la Russie, et ainsi de suite. Mais il n'y a aucun cadre d'exécution, aucun repère pour l'avenir. Il n'existe aucun moyen systématique de changer notre manière de faire des affaires, car personne ne veut vraiment de changement. Et si vous annoncez que vous allez effectivement changer quelque chose, 10 000 personnes se lèveront au Congrès ou dans un autre coin de Washington, D.C. pour manifester contre vous. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on n'a pas de stratégie, n'importe quelle route mène à sa destination. Et ainsi, nous avons eu 2 destinations, le Venezuela et le Groenland, dont aucune n'affecte directement nos intérêts dans d'autres domaines, même si l'on pourrait dire que le Groenland appartient au Danemark. Oui, c'est une question. Mais, vous savez qui sont les Danois? Combien de personnes vivent au Danemark? Vous savez, on revient toujours à ce vieux problème en Europe. Quand on a dit à Napoléon, « Le pape n'aimera pas ce que vous faites », il s'est retourné et a répondu, « Combien de bataillons le pape a-t-il » Vous voyez, tais-toi, écarte-toi de mon chemin. C'est ce genre d'arrogance qu'on retrouve aujourd'hui. Elle est bien réelle. Elle n'est pas séduisante, mais elle est réelle parce qu'elle est sincère. Vous savez, c'est quelque chose, je ne sais pas si nous en avons déjà parlé, mais j'ai souvent dit aux gens que la grande tragédie de l'Europe, au fil des siècles, c'est de ne pas avoir su rassembler beaucoup de ces communautés tribales en une entité plus vaste. Vous savez, nous parlons du Danemark. Très peu de gens se rendent compte qu'après 1866, le roi du Danemark a en réalité approché Bismarck pour lui demander si le Danemark pouvait rejoindre la Confédération d'Allemagne du Nord. Aujourd'hui, les Danois diraient « Oh, c'est impossible, cela n'arriverait jamais ». Mais cela s'est bel et bien produit. Bismarck s'est entretenu avec le roi de Prusse, et le roi de Prusse a dit « Eh bien, regardez, nous avons déjà 2 millions de Polonais, ou presque. Nous ne voulons pas d'autres personnes dans le pays qui risqueraient de nous causer des ennuis, car nous sommes avant tout des Allemands. Nous parlons allemand. » Et il ajouta « Tout le monde aime les Danois. J'aime les Danois. » Moltke, le grand chef de l'état-major général prussien, était d'origine danoise. Tout le monde aime les Danois. Mais vous savez, les Danois, ils voudront avoir leur propre fête, leur petite tradition à eux. Ils insisteront pour parler le vieux norrois, ce genre de choses. Et donc on a refusé les Danois.
Eh bien, si l'histoire avait suivi la même évolution qu'ailleurs, toute la Scandinavie aurait été unie à l'Allemagne à un moment donné, tout comme l'Autriche a été intégrée. Nous avons tous ces petits groupements tribaux, la tribu tchèque, la tribu slovaque. Vous voyez comment peut-on diriger un continent de cette manière, en traitant de petites tribus issues de grandes familles comme des entités souveraines indépendantes. Et je pense qu'à Washington, Trump ne comprend peut-être pas cela, mais c'est pour lui une source de frustration. Alors il se dit, pourquoi diable est-ce que je me donne la peine avec ces gens-là? Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais ce que j'essaye de souligner, ce sont certaines réalités. Vous savez, il y avait quelqu'un au Parlement danois quand j'étais au SHAPE, je crois que c'était en 1998, qui avait en fait proposé que les Danois commencent à parler anglais comme première langue. Bien sûr, cette proposition a été rejetée, mais son argument était « Qui va parler notre langue? Autant se faire à l'anglais. L'anglais est un germanique moderne. D'accord, nous avons supprimé le problème des voyelles, éliminé les terminaisons. Nous n'avons plus d'articles définis. Nous n'avons pas besoin de passer par tout ce désordre grammatical. Mais le fait est, encore une fois, que l'Europe est un endroit très étrange. Presque partout ailleurs dans le monde, ces petits foyers ont été absorbés par des entités plus vastes. Je pense que cela finira par arriver, que les Européens le veuillent ou non. Il y avait une solution. Nous avions une solution avant 1914. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait. Il y avait les Habsbourg, les Romanov, les Hohenzollern. Eh bien, nous, les Américains, sommes intervenus et nous avons veillé à ce que tout cela soit démantelé. Alors qu'avez-vous maintenant? Vous avez l'héritage de multiples guerres mondiales, beaucoup de confusion, aucune cohérence. Tout cela se combine pour créer une frustration à des niveaux élevés au sein de l'élite politique américaine, au point qu'ils en viennent à dire « Eh bien, à quoi bon ?» C'est là le problème. Je pense donc que Donald Trump s'est pour l'instant contenté d'une sorte de compromis avec le Groenland. Oui, c'est en grande partie dénué de sens, et je ne m'en serais pas soucié de toute façon. Mais je crois que c'est un médecin qui a suggéré « Pourquoi les Danois ne prendraient-ils pas l'argent et ne partiraient-ils pas? 700 millions d'euros ou quelque chose comme ça, cela irait loin pour le Danemark. » Je ne dis pas que c'est la bonne réponse. Ce que je dis, c'est qu'il existe différentes façons d'aborder ce problème. Mais je ne pense pas que les gens comprennent que lorsque Trump regarde la situation, il ne voit pas vraiment où se trouve le problème. Il voit simplement un morceau de bien immobilier proche des États-Unis dans le cadre de sa zone de sécurité, qu'on le veuille ou non. Et puis, bien sûr, il y a cet autre groupe. Vous avez entendu ces gens tout le temps, ils disent « Je sais que vous avez entendu cela, Glenn. » Nous ne voulons plus de politique d'équilibre des puissances. C'est mal. Il n'y a pas de sphère d'influence. Très bien, parfait, merci beaucoup. Totalement déconnecté de la réalité. Nous savons que certains États vivent dans la sphère d'influence d'États plus puissants. C'est un fait. Donc, d'un côté, vous avez l'Europe qui veut des choses d'une manière qui n'est tout simplement pas viable. Et puis il y a les États-Unis, dirigés par Trump, qui partent dans tous les sens à propos du Groenland. Je pense que nous avons déjà tiré la leçon du Venezuela. Nous avons essayé d'acheter tout le monde, dépenser des millions de dollars, puis réaliser, bon sang, c'est un grand pays. Nous ne pouvons pas l'occuper. Si nous essayons de remplacer le gouvernement, cela ne marchera jamais. Alors nous avons dit, eh bien, je suppose que nous allons vivre avec ce gouvernement. Nous voulons simplement conclure un accord avec lui qui nous soit favorable. Maintenant, je ne sais pas combien de temps cela durera. Mais encore une fois, il n'y a pas de stratégie. Aucune. Bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, patron? C'est presque aussi mauvais que ça.
Mais en ce qui concerne le Groenland, car bien sûr, l'OTAN se fragmente déjà un peu, je pense que les gens mettent injustement toute la responsabilité sur les épaules de Trump. Mais encore une fois, on oublie qu'en 2016, c'est Obama qui avait dit qu'il fallait se tourner vers l'Asie. Eh bien, si l'on se tourne vers l'Asie, il faut bien se détourner de quelque part. Ainsi, cette nouvelle répartition du pouvoir et les priorités des États-Unis étaient déjà en train d'évoluer. Sauf que, il n'y a jamais eu de véritable pivot vers l'Asie. Yeah, except there's been no pivot to Asia. No, that's true. That's very important. Non, c'est vrai. C'est très important, Glenn. Exactement. Parce que l'argument d'Obama, tout le monde disait « Oh oui, c'est vrai, c'est une excellente idée ». Puis le projet de loi a été présenté. Des centaines de milliards de dollars devraient être investis dans toute l'Asie, dans des bases et des installations étrangères, non seulement pour la protection, mais aussi pour une modernisation et une expansion spectaculaire, en partant du principe que l'on voulait faire la guerre à la Chine. C'était le point sous-jacent. Les gens ont commencé à dire « Eh bien, nous allons finir par être en guerre avec la Chine ». C'est un peu l'argument de Mearsheimer. Mearsheimer disant « Oh, c'est un grand pays, nous devrons forcément faire la guerre avec lui à un moment donné ». Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Et je pense qu'il devient de plus en plus évident pour tout le monde que cela n'a aucun sens. Mais cela dit, vous savez, je pense que le président Trump, plus qu'Obama ne l'a jamais fait, en est conscient. Il ne va pas déclencher une guerre avec la Chine maintenant. Cela ne veut pas dire que les gens sous ses ordres n'essaieront pas. Il y a beaucoup de personnes dans son administration ainsi qu'au sein du département de la Défense et de la CIA qui, si l'occasion se présentait, chercheraient à créer inutilement des tensions avec la Chine. Je veux dire, la plus grande plaisanterie qu'on puisse raconter à quelqu'un, c'est qu'il faut que la marine américaine passe par le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz ou le canal de Suez. Ce sont des points d'étranglement. Si nous ne les maintenons pas ouverts, les Chinois pourraient bloquer cela. Il n'y a aucune preuve de cela. En fait, les preuves montrent le contraire. Les Chinois n'ont jamais arrêté un navire commercial. Ils ont tout intérêt à maintenir ces voies maritimes libres et ouvertes. Qui a arrêté, arraisonné et saisi un navire commercial? Nous. Donc je fais partie de ceux qui pensent que le président Trump comprend très bien qu'il n'y a aucun avantage pour nous à entrer en guerre avec la Chine. Alors sur quoi se concentre-t-il? Il est revenu à l'Europe, il continue de frapper la Russie avec des sanctions et, de manière insensée, redouble d'efforts en envoyant de l'argent à l'Ukraine. J'imagine donc qu'il s'est essentiellement rendu aux faucons de la guerre contre la Russie, qui veulent maintenir cette hostilité permanente. Et bien sûr, il s'est aussi rendu à Israël, qui souhaite la destruction de l'Iran. Voilà où nous en sommes. Mais qu'attendez-vous, justement, de cette réunion maintenant? Parce que Witkoff, eh bien, je crois qu'ils ont déjà atterri là-bas à Moscou. Je peux me tromper, mais je le pense. L'ambiance à Moscou a un peu changé, d'après ce que je comprends. Plus personne ne croit vraiment à ces efforts diplomatiques. Il pourrait se passer quelque chose à mesure que la situation s'aggrave en Ukraine. Mais il y a aussi cette inquiétude concernant la détérioration progressive des relations entre les États-Unis et la Russie. Si l'on regarde en arrière, c'était en mai, je crois, 2024, quand l'Ukraine a mené ses attaques contre les radars d'alerte nucléaire précoce de la Russie. Et puis, en juin de l'année dernière, il y a eu cette attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Et maintenant, ils affirment que cette tentative d'assassinat contre Poutine, eh bien, certains disent qu'il y a aussi un centre de commandement nucléaire à proximité. Quoi qu'il en soit, il semble y avoir cette idée que les États-Unis contribuent largement à l'escalade. L'ambiance s'est donc vraiment détériorée à Moscou. Encore une fois,
Je me demandais comment vous voyez ce qui pourrait ressortir de ces discussions. Je pense que le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov seront comme toujours polis. Ils écouteront et il ne se passera rien. Maintenant, pourquoi ne se passera-t-il rien? Je pense qu'ils comprennent que même Mr. Witkoff et Kushner représentent des intérêts financiers internationaux à New York et à Londres, et qu'ils ne vont pas, disons-le ainsi, ignorer cette réalité lorsqu'ils traiteront avec eux. Ils ont également conclu depuis longtemps que, même si le président Trump peut avoir de bonnes intentions et vouloir bien faire, il n'y a pas vraiment beaucoup de preuves qui soient capables de concrétiser quoi que ce soit. Je ne pense donc pas qu'ils soient prêts à adhérer à l'une des propositions que les deux messieurs ne manqueront pas d'apporter avec eux. Je pense, encore une fois, que Poutine dira « Tout d'abord, où sont les preuves que vous avez reconnu nos intérêts légitimes en matière de sécurité nationale ?» Il se peut que, en privé, le président Trump l'ait fait, mais il ne l'a certainement jamais fait publiquement. Et c'est quelque chose de très important pour les Russes. Ils veulent que leurs intérêts légitimes en matière de sécurité nationale soient reconnus et respectés. Deuxièmement, ils vont encore une fois se demander s'il est capable de donner suite à quoi que ce soit qu'il signe. Et enfin, ils ont maintenant conclu qu'ils ne commandent pas vraiment l'OTAN. Voyez-vous, leur hypothèse depuis le début était que le président des États-Unis était réellement à la tête de l'OTAN, le dirigeant de facto. Je pense qu'ils s'attendaient à un Eisenhower ou un Kennedy qui se lèverait et dirait « Non, arrêtez. Vous savez, c'est moi qui commande. Retournez à votre place. Nous n'allons pas faire la guerre à la Russie à cause de l'Ukraine. » Je pense que c'est vraiment ce qu'ils croyaient qui allait probablement se produire. Ils ont eu une leçon. Et maintenant, ils seraient très reconnaissants si Trump faisait cela. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves que Trump puisse tenir ses promesses concernant l'OTAN. Je veux dire vraiment, ils se demandent, eh bien, va-t-il contenir Berlin, Paris et Londres, qui sont les principaux coupables? Il a aussi des problèmes à Varsovie, mais ce sont là les principaux coupables. Vas-tu pouvoir les contenir? Vas-tu pouvoir obtenir quelque chose de concret là-bas? Et les Russes sont tellement en colère à ce sujet qu'ils parlent de l'éventualité d'utiliser des armes nucléaires s'ils sont défiés, en particulier par les Britanniques. Ensuite, plus récemment, tu as Zelensky, qui, au cours des dernières 24 heures, a déclaré que son objectif en tant que président de l'Ukraine, son objectif national ukrainien, était de tuer 50 000 Russes par semaine, ou quelque chose comme ça. C'est insensé. Comment faire la paix avec un gouvernement qui tient de tels propos? Eh bien, vous pourrez faire la paix avec eux lorsqu'ils seront à genoux et sur le point d'être exécutés pour crimes de guerre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc je ne pense pas que quoi que ce soit de concret sortira de cette rencontre. Et encore une fois, permettez-moi d'en revenir au président Trump. Cela ne veut pas dire que le président Trump n'est pas sincère. Cela ne veut pas dire que ses intentions ne sont pas authentiques. Elles le sont. Écoutez, j'ai été à ses côtés et je sais qu'il ne veut pas de guerre avec la Russie. Je sais qu'il ne veut pas de guerre avec la Chine. Je sais qu'il n'est pas très enthousiaste à l'idée d'une guerre avec l'Iran. Ce n'est pas son genre. Mais il est prisonnier de force et de circonstances, pour être franc. Je ne sais pas si cela répond à votre question, mais je pense que c'est le mieux que je puisse faire. C'est une question intéressante, cela dit. Je veux dire, quelles sont alors les forces en jeu, ou où réside réellement le pouvoir? Parce que j'ai la même impression. Même s'il est assis sur le trône, il est évident qu'il n'est pas capable de réaliser tout ce qu'il souhaite. Je veux dire, est-ce de la faiblesse, ou bien est-ce que beaucoup de pouvoir se trouve dans des structures échappant à son contrôle?
structures outside his control. Eh bien, je ne veux pas vraiment entrer dans trop de détails en répondant à cette question. Cela offenserait beaucoup de gens, et cela ne ferait que rendre ma vie encore plus misérable aux yeux du public qu'elle ne l'est déjà dans les médias traditionnels. La vérité n'est pas populaire ici. Mais disons simplement que la plupart des mêmes personnes et forces qui veulent la guerre avec l'Iran sont aussi absolument déterminées à une guerre continue avec la Russie. Il n'y a pas beaucoup de différence. Vous pouvez aller au Capitole et écouter ces gens, que ce soit Ron Johnson, que beaucoup aiment considérer comme un homme plutôt raisonnable. Quelle est sa position? Eh bien, il fait partie des va-t-en-guerre. Lindsey Graham aussi. Ted Cruz aussi. Suivez l'argent. Chuck Schumer aussi. Qui les finance? Qui les soutient? Who funds them? Who supports them? Who elects them? Who enriches them? Qui les élit? Qui les enrichit? Je pense qu'il faut comprendre dans le contexte actuel que c'est ainsi qu'il faut évaluer le Congrès. Si vous remontez cet argent jusqu'à ses sources, vous découvrirez la vérité. Vous pouvez aussi regarder les personnes qui entourent et conseillent le président. Qui sont-elles? Qui représentent-elles? Ce n'est certainement pas l'administration America First pour laquelle moi et des millions d'autres avons voté. Nous avons voté pour une administration qui dirait « Écoutez, nous nous intéressons avant tout à ce qui se passe ici, pas à ce qui se passe là-bas. » Pour reconnaître que tout ce qui se passe à l'étranger devient insignifiant comparé à ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. C'est pour cela que nous avons voté pour elle. Nous voulons qu'il réussisse. Je veux qu'il réussisse. Je suis bien plus préoccupé par l'application de la loi fédérale à l'intérieur des États-Unis, qui est essentielle à notre survie en tant que nation, que par ce qui se passe sur le terrain en Syrie, en Irak, en Iran, en Israël, en Jordanie ou ailleurs au Moyen-Orient. Cela m'importe peu, car nous sommes actuellement dans une situation où si nous ne faisons pas attention, nous pourrions tout perdre ici chez nous. Et si la situation s'aggrave encore, le risque de troubles civils, car c'est très bien organisé, très bien financé, contre notre gouvernement et contre le peuple américain. Si cela réussit en grande partie, et que nous nous retrouvons dans un conflit armé très sérieux, même à faible intensité, alors ce qui se passe à l'étranger n'aura plus aucune importance pour quiconque aux États-Unis. Nous n'en aurons tout simplement plus rien à faire. J'aimerais que le président Trump se concentre là-dessus et le comprenne. Je suppose que je devrais me concentrer davantage sur les questions intérieures. Je m'inquiète aussi d'une crise économique qui semble désormais imminente, ce qui rendrait la situation bien plus imprévisible. Mais en pensant à Witkoff, se rendant à Moscou, ou peut-être déjà sur place, je serais critique, ou du moins pessimiste, quant à la volonté de présenter un accord qui serait acceptable pour la Russie. D'un autre côté, il semble que nous nous dirigions vers une tempête parfaite. Les lignes de front se fissurent. Les Russes semblent imposer un quasi-blocus d'Odessa en frappant les navires, les ports, les ponts et les infrastructures de soutien. Les lumières s'éteignent. Je crois que Klitschko, le maire de Kiev, a dit qu'environ 600 000 personnes avaient quitté la ville rien qu'en janvier, ce qui représente un pourcentage énorme de la population totale. Donc je pense que mes chiffres sont justes, au moins sur ce point. Et dans l'ensemble, oui, avec la situation politique et les oligarques qui se retournent les uns contre les autres, on dirait qu'une tempête parfaite est en train de se former. Penses-tu que les Russes intensifient aussi considérablement leurs attaques avec les missiles qu'ils utilisent et les drones? Tu vois cette situation durer encore longtemps? Parce que si j'étais Zelensky, je me dirais, tu sais, ça ne peut pas bien se terminer. Concluons un accord dès aujourd'hui. Eh bien, vous connaissez le traité de Brest-Litovsk, et vous savez qu'en 1917, il y eut d'abord la révolution de Kerensky, suivie de la révolution bolchevique.
Il était très clair que la Russie avait perdu sa position dans la Première Guerre mondiale et elle perdit également des territoires. En réalité, les Allemands n'occupaient pas tant que cela. Ils contrôlaient le littoral baltique, la majeure partie de la Pologne et certaines régions d'Ukraine. Au sud, les Autrichiens avaient pris quelques territoires, mais c'était à peu près tout. Les forces se retranchèrent alors sur la défensive, et les Russes s'épuisèrent et subirent une défaite terrible en conséquence. À présent, lors des discussions à Brest-Litovsk avec Radek et d'autres bolcheviks, il devint très clair qu'ils faisaient traîner les choses et tentaient de négocier. Le responsable allemand des pourparlers était le général de division Hoffmann. Il appela Berlin et parla à Ludendorff, disant « Ces gens ont perdu la guerre, ils n'ont rien pour nous arrêter, ils nous font perdre notre temps, nous allons devoir agir. » Et Ludendorff répondit « Dis-leur que nous marcherons sur Moscou. » Il donna l'ordre de rassembler une force de 400 000 soldats allemands et de les mettre en route vers Moscou. L'information parvint immédiatement à Lénine, qui envoya Trotsky à Brest-Litovsk en disant « Nous signerons tout ce que vous voudrez. » C'était la fin de la guerre, et ils ont cédé d'immenses étendues de territoire. La majeure partie de ce que vous voyez aujourd'hui comme l'Ukraine, certainement à l'ouest du Dniepr, la moitié de la Russie blanche et tout le littoral baltique ont été remis aux Allemands. Fin de la discussion. La guerre était terminée. Alors, quelle est la leçon? Je ne veux pas faire la leçon à M. Poutine. C'est un homme intelligent et réfléchi. Je ne veux pas donner de conseils au ministre des Affaires étrangères. Il doit déterminer ce qui est dans l'intérêt de la Russie. Mais je dirais que tant que vous ne vous tenez pas sur le Dniepr, en face de Kiev, tant que vous ne faites pas traverser vos forces à Zaporizhzhia, sur le pont là-bas, pour commencer à avancer vers Odessa, cela ne s'arrêtera pas. Vous savez, nous avons vécu une expérience similaire en 1991. Nous avons arrêté notre avancée. J'étais très contrarié à l'époque, je ne voyais aucune raison de nous arrêter. J'ai dit, qu'est-ce qui a changé? Le gouvernement à Bagdad est-il toujours en place? C'était ma question. Et bien sûr, nous ne savions pas vraiment. Puis soudainement, nous avons reçu la nouvelle. C'est fini. Une guerre de 100 heures, nous allons avoir un traité, blablabla. Je n'en revenais pas. Et d'ailleurs, l'autre personne qui était tout aussi perplexe face aux résultats, c'était Saddam Hussein. Il a demandé à l'individu qui revenait des négociations, « Les Américains traversent-ils le fleuve Euphrate ?» Il a répondu, « Non, monsieur, ils se sont arrêtés. » Il a bondi et s'est mis à danser autour de la table. Il a dit, « J'ai gagné, j'ai gagné. » Il avait raison, il avait gagné. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous étions de retour là-bas en 2003. Nous avons perdu la guerre sur le plan stratégique parce que nous n'avons pas agi de manière décisive. Et nous n'avions pas besoin de beaucoup de troupes pour le faire. C'était l'autre mythe, que nous faisions face à une sorte de troisième armée de la garde, semblable à celle des Soviétiques, tu sais, aux abords de Berlin. C'était un tas de bêtises. Nous aurions pu marcher sur Bagdad avec quelques milliers d'hommes, puis dire « Donnez-nous Saddam Hussein et sa bande, débarrassez-vous d'eux et nous partirons d'ici. Ce sera terminé. Vous pourrez gouverner tant que vous acceptez de le faire dans certaines limites. » Nous ne tolérerons pas d'attaque contre Israël, l'Arabie Saoudite ou tout autre État de la région. Nous avons tout gâché. Nous avons tout jeté par la fenêtre. Cela pourrait arriver aux Russes s'ils ne font pas attention, car ce régime corrompu est une kleptocratie comme on en a rarement vu. Cet homme, Zelensky, possède plus d'1 milliard de dollars en liquide répartis dans divers comptes bancaires. Ce n'est pas un secret. La CIA le sait. Je suis sûr que d'autres services de renseignement,
comme le Mossad et le MI6 en sont conscients. C'est la façade d'un gouvernement installé à Kiev dont la principale mission, en dehors de s'enrichir et de maintenir cette escroquerie, est de continuer à infliger des dégâts aux Russes. C'est ça, la mission. Comment infliger des dégâts aux Russes à ce stade, en restant en vie? Le simple fait qu'ils soient là constitue une menace. C'est déjà un dommage. Le MI6 et la CIA feront tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir ce statu quo. Et les Russes doivent accepter cette réalité. D'ailleurs, nous avons eu des journalistes allemands revenus d'Ukraine occidentale, et ils disent que dans des sondages officieux, les gens leur confient en réalité « Nous n'aurons jamais la paix ici tant que les Russes ne seront pas convaincus qu'il n'y a aucune menace. Autant les laisser entrer, au moins il n'y aura plus de guerre. » C'est assez grave. Mais les habitants de l'ouest de l'Ukraine en ont assez. Ils en ont assez, et je suis d'accord avec eux. Mais nous refusons d'exercer le pouvoir et l'autorité que nous possédons, et cela inclut de retirer Zelensky du pouvoir, ainsi que les criminels qui l'entourent. On pourrait placer quelqu'un à la tête d'un gouvernement intérimaire qui ne fasse pas partie du problème, qui n'ait pas de passé néo-nazi, qui ne fasse pas partie de la clique de Zelensky, et lui dire « Votre mission est d'y mettre fin, et nous vous soutiendrons. » Mais nous ne le faisons pas. Nous refusons de le faire. Dans ces conditions, tout comme les Allemands ont dû traiter sévèrement Lénine en janvier 1918, nous devrions traiter sévèrement cet homme, Zelensky, pour la même raison. Sinon, cela ne se terminera pas. Donc, pour les Russes, agir durement signifie prendre du territoire, n'est-ce pas? Avancez. Avancez. Ce que vous décidez de garder et ce que vous décidez de jeter, c'est une décision pour plus tard. Votre problème en ce moment est à Kiev et vous devez couper Odessa. La plupart des gros équipements, un grand nombre de mercenaires et d'importantes quantités d'explosifs sont passés par ce port d'Odessa vers l'Ukraine. Cela doit cesser. Point final. Quels que soient les accords que vous conclurez à la fin de cette guerre, Odessa ne peut pas être un instrument de destruction pour la Russie. Maintenant, quelle est la solution? Faut-il y aller et la prendre? C'est une solution. Les Russes vont dire « Hé, c'est une ville russe, elle l'a toujours été, tant pis, on la prend. » Ou bien vous pouvez dire « Nous l'administrerons, mais elle sera neutre, et ce sera un port franc que tout le monde pourra utiliser. Mais nous veillerons à ce qu'il soit utilisé à des fins commerciales pacifiques et non militaires. » C'est une alternative. Ces questions peuvent être réglées, mais personne en Occident et personne à Washington ne va s'asseoir pour les examiner avec les Russes dans la situation actuelle. Ils vont continuer à parler d'un cessez-le-feu stupide. Les Russes ont toujours été intéressés. Il faut remonter à décembre 2021, regarder les propositions de l'époque et comprendre quels ont toujours été les intérêts russes. Ils veulent une architecture de sécurité qui rende une guerre future impossible, surtout une lancée depuis l'Ukraine, et qui leur assure sécurité et protection pour leur population. Je veux dire, si vous êtes Poutine, vous devez écouter les gens qui vivent dans le sud de la Russie, dans le nord de la Russie, dans divers endroits, soudainement attaqués par des missiles Storm Shadow ou des drones à longue portée. Je veux dire, il doit écouter cela, et il doit leur répondre. Et croyez-moi, vous y êtes déjà allé. Tu le sais mieux que moi. Beaucoup de Russes disent « Il faut aller là-bas et écraser ces gens une bonne fois pour toutes. » Il a résisté à tout cela, et pour de bonnes raisons. C'est un homme intelligent. Il veut que la situation se termine d'une manière qui laisse un espoir de réconciliation. Et je comprends cela, et je le soutiens. Mais je ne pense pas qu'il puisse contourner cette exigence fondamentale que je viens de décrire, car je ne vois aucune preuve que nous allons intervenir et écarter cet homme, Zelensky. Pour moi, il est incompréhensible que le président Trump s'assoie dans la même pièce que cet homme.
Je veux dire, je l'aurais fait traîner dehors par la gorge la dernière fois qu'il était dans le bureau ovale et qu'il a parlé au président des États-Unis de la façon dont il l'a fait. The last time he was in the Oval Office and spoke to the President of the United States the way he did. I'm just shocked that President Trump went Je suis along with simplement choqué que le président Trump ait accepté cela. Incroyable. Mais c'est ce qui s'est passé. Nous voilà donc assis ici, pratiquement dans un état de semi-paralysie en ce qui concerne l'Ukraine. Les Européens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et j'imagine qu'ils ont raison, puisque personne au sommet de l'OTAN n'a dit non. Ils ont toute la structure militaire, américaine et autres, là-bas, en train d'encourager cette guerre. Vous savez, ce sont les mêmes personnes qui ont sacrifié entre 1,5 et 1,8 million d'Ukrainiens en uniforme dans une série d'offensives et d'opérations stupides pour lesquelles ils n'étaient pas préparés et qu'ils ne pouvaient pas gagner. Des mesures draconiennes doivent donc être prises par le président Trump s'il veut y mettre fin de son côté. by President Trump if he's going to end this on his side. I don't see that happening, do you? Je ne vois pas ça arriver, et toi? Donc s'il ne va pas le faire, qui d'autre est là pour prendre les mesures nécessaires? Je pense que ce sera Moscou. Ils vont devoir s'en charger. Et malgré tout le tapage et les absurdités qui sortent des capitales d'Europe occidentale, allons donc. Ces gens n'ont rien à apporter au combat. Et s'ils sont assez stupides pour même suggérer l'utilisation d'une ogive nucléaire quelque part, il ne faudrait pas grand-chose aux Russes pour mettre la Grande-Bretagne hors d'état. Ça c'est sûr et certain. Ce serait une grande tragédie pour le peuple britannique. Mais encore une fois, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de ce gouvernement horrible. Donc c'est leur faute. Eh bien, colonel, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que nous avons un peu dépassé. Alors, merci encore. Thanks again. I'm sorry. Je suis désolé de m'être emporté, je m'excuse. Non, merci. Thank you.